Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Il y a des énormes news cette semaine-ci déjà. Le 5e vol de Starship qui était incroyable, franchement, on va le regarder juste maintenant d'ailleurs. Et on a aussi des nouvelles sorties de processeurs, des téléphones vraiment impressionnants, mais qu'on ne verra pas de tout de suite en tout cas en Europe. Et puis d'autres news en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. J'en profite pour ajouter cette news parce que le Texama Show devait sortir avant le test des Core Ultra 200, notamment le 285K que j'ai testé sur la chaîne. Donc pas de caméra, je rajoute juste vite fait pour indiquer qu'ils sont sortis, forcément, ça semble logique. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas vu, mais nous avons aussi tous les tests, notamment du Core i7 ainsi du Core i5 qui sont sortis. Voilà d'ailleurs une liste assez importante de reviewers, donc vous pouvez taper juste leur nom et aller voir. Il y en a plusieurs qui sont évidemment francophones. Hardware Co, vous avez aussi Cocotte-Lente, Clubic apparemment aussi qui a fait une review du 285K. Mais globalement, le résumé de toutes ces reviews-là, c'est que oui, ces Core Ultra 200 ne sont pas du tout intéressants d'un point de vue gaming. Ils ont quelques intérêts d'un point de vue production, notamment vous avez, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans la liste, mais vous avez Puget System. Je crois pas qu'ils non, ils n'ont pas mis. Puget System a fait des tests et dans notamment les programmes Adobe, ces nouveaux Core Ultra peuvent être intéressants, mais c'est le seul cas d'utilisation que j'ai vu. Et au niveau des prix, j'avais dit dans la vidéo de test, on irait voir les prix dans le prochain Texama Show. Et comme vous pouvez voir, alors là, je regarde sur Megeko. Megeko est un des sites les moins chers d'Europe. Et même là-bas, c'est cher. C'est vraiment cher. Alors, vous avez Assassin's Creed d'offert. C'est en précommande d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que le i7 que j'ai vu disponible jusqu'à maintenant, ouais. Donc c'est juste pour vous dire, apparemment, Intel n'a même pas prévu beaucoup de stock, donc on verra bien. Mais le 285K coûte 679 euros. Le i7, le Ultra 7, on devrait l'appeler le U7, est à 469 euros, ce qui est déjà plus raisonnable. Je dirais même que je comprends pas pourquoi l'Ultra 9 est aussi cher comparé à l'Ultra 7, mais bon, bref. Il y a aussi normalement une version KF, voilà, qui est ici à 449 euros. Vous avez ensuite le Ultra 5 qui lui est à 359 euros, ce qui est selon moi aussi assez cher. Et puis vous avez la version KF à 339 euros. Donc globalement les prix, et surtout le Ultra 5, j'avais dit dans ma vidéo de test, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Le Ultra 5 est mauvais, il est juste très mauvais. Donc ça c'est décevant. Le Core Ultra 7 semble être moins mauvais, on va dire, même s'il reste mauvais. Il a un prix qui est assez élevé aussi. Et puis vous avez l'Ultra 9 qui est juste abusé. Pour ce prix-là, franchement, on peut aller le voir d'ailleurs sur le site. Alors le 7800X 3D a juste explosé en termes de prix. Moi, j'avais pu en acheter avant qu'il passe au-dessus des 400 euros. Mais maintenant, il est à 489 euros, même sur Megeko qui est très peu cher normalement. Donc le 7800X 3D, peut-être pas le plus intéressant en ce moment. Le plus intéressant, en réalité, si vous voulez jouer, ça pourrait être éventuellement le 9700X qui a continué de baisser en prix, qui est maintenant à 349 euros. Et avec la dernière mise à jour Algisa qui booste son TDP et tout ça, c'est en réalité maintenant l'un des meilleurs processeurs gaming que vous pouvez acheter. Mais juste dû au fait qu'il est moins cher que le 7800X 3D. Et puis vous avez les autres X3D 7000, mais on va avoir les 9000 bientôt, donc il faudra voir ce que ça donne. Et puis globalement, les Ryzen 9000 ont un petit peu baissé de prix, donc ça peut valoir la peine. Le 9600X à 259 euros par exemple. Et le 9950X qui reste quand même assez cher à 649 euros est toujours moins cher que l'Ultra 9 285K. Et il est presque aussi performant dans la plupart des tâches professionnelles. Donc à ce moment-là, prenez ce processeur-là. Il consomme moins aussi que l'Ultra 9. Et il est plus performant dans les jeux vidéo. Mais bon, une fois que les X3D 9000 sont sortis, je vous referai un guide d'achat des processeurs. Comme ça, vous savez lequel exactement acheter pour quel prix. Et ça complète cette update rapide sur les Ultra 200. Passons au reste du Texama Show. Si je mentionne que les Ultra 200 vont sortir, c'est juste que, comme j'ai dit, ça a été tourné avant et que cette vidéo a changé. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est pas très grave. Partez du principe que voilà, j'ai parlé dans le passé et que maintenant on est dans le futur, ou le présent plutôt. Et du coup, on commence par le 5e vol de Starship. Vous pouvez retrouver l'archive de live sur le Twitter ou le X de SpaceX. Ça fait beaucoup de X dans une seule phrase, c'est pas grave. Et du coup, c'était hyper impressionnant. Franchement, incroyable. Donc Starship, je rappelle très vite fait, c'est la nouvelle fusée que développe SpaceX qui a pour but
à long terme d'être une fusée 100% réutilisable. Donc jusqu'à maintenant, ils ont la Falcon 9 et aussi la Falcon Heavy où ils récupèrent les boosters, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà une grosse partie des coûts d'une fusée. Mais le deuxième étage qui part dans l'espace, ils ne le récupèrent pas. Donc ça, c'est une perte d'argent. Avec Starship, ils veulent évidemment aussi faire une fusée beaucoup plus grosse qui permettra aussi de certainement atteindre Mars. Et du coup, atteindre Mars, je veux dire, avec des personnes à bord et tout ça, parce que vous pourriez techniquement le faire avec la Falcon Heavy aussi, tant qu'il n'y a pas vraiment de personnes, je suppose. Mais dans tous les cas, d'être 100% réutilisable et d'aller sur Mars et aussi de lancer plus de choses en orbite. Voilà d'ailleurs Starship sur le pad de lancement. Donc on a le booster en bas qui fait 70 mètres de haut. On a le Starship, oui, le second étage, il l'appelle Starship aussi, donc ça porte un peu à confusion. Je vais juste l'appeler Ship, qui lui fait 50 mètres de haut. Donc l'entièreté de la fusée fait 120 mètres de haut à l'heure actuelle, ce qui est la plus grande fusée et la plus puissante fusée jamais créée et jamais lancée au monde. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et du coup, quel était le but de ce 5e vol de test? Eh bien, lancer Starship, évidemment, faire en sorte que le second étage, que je vais appeler Ship, atteigne une orbite pas tout à fait stable, mais puisse prouver qu'il peut aller en orbite. Et ça, ils avaient déjà aussi accompli au précédent vol de test. Pendant que le ship est en train de faire une orbite autour de la Terre pour atteindre l'océan Indien, le booster, lui, allait revenir. Et contrairement à la dernière fois où il a atterri quelque part un peu plus loin dans l'océan pour prouver qu'il pouvait le faire, ici, il voulait le faire réatterrir sur la tour de lancement. Et faire en sorte que la tour de lancement l'attrape dans les airs et le repose comme si de rien n'était. Oui, et ils ont réussi, on va voir ça après, c'est assez impressionnant. Et le but du second étage, donc le ship, lui, c'était de, évidemment, continuer son orbite et atteindre un endroit au niveau de l'océan Indien qui est très précis, on va le voir d'ailleurs après. Et là, le ship doit faire une réentrée dans l'atmosphère, ce qui est évidemment très compliqué parce que à ce moment-là, il va à plus de 24 000 km/h, donc il a énormément de vitesse et la seule manière de se débarrasser de cette vitesse, c'est d'utiliser l'atmosphère pour ralentir. Mais utiliser l'atmosphère pour ralentir crée énormément de chaleur, forcément, à cause du frottement de l'air. Donc, ça, c'est justement un problème qu'ils ont eu sur le 4e vol, où il y avait des trucs qui commençaient à se dégrader. Il y a une des fins, donc c'est les petites ailes qu'il y a sur le ship, qui a survécu, mais qui voilà, était en piteux état. Et là, du coup, ils ont à peu près bien réussi. Il y a eu quelques mini-trucs, on en parlera après. Et après qu'ils ont fait ça, le ship fait une petite manœuvre où il atterrit à un endroit précis à l'océan et là ils ont assez bien réussi. Du coup, trêve de blabla sur le profil de la mission, regardons ce que ça donne et vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc déjà on a le lancement qui était magnifique à regarder, donc on peut voir la fusée prendre un petit peu de temps à décoller, c'est normal vu la taille qu'elle fait, mais elle décolle après assez vite, surtout quand on considère sa taille. On peut voir aussi, il y a un ballon derrière ici, je sais pas c'est qui a mis ce ballon en hauteur, mais il devait avoir une belle vue depuis là-bas. Vous pouvez aussi voir une ville qui s'appelle South Padre, qui a plus de, pour information, 7 km, 8 km. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient là pour justement voir le vol. C'est un des meilleurs endroits où vous pouvez être. Un des événements importants, c'était évidemment le hot staging. Donc, c'est quand le second étage allume ses moteurs pour se détacher tout simplement du premier étage. Il détache aussi des pins évidemment. Donc là, voilà, ça s'est passé. On peut voir aussi à quel point le booster se fait bombarder de flammes. Et ça se voit d'ailleurs avec le booster, vu qu'ils l'ont récupéré. On voit que l'acier au-dessus du booster, vu qu'il est fait en acier, a changé de couleur. Parce que l'acier, quand vous le mettez à une certaine, vous le soumettez à certaines températures, il devient... Ça fait un petit peu un effet rainbow. Vous avez l'acier devient un peu bleu, il peut devenir aussi un peu jaune. C'est assez magnifique. Et du coup, on voit ça justement sur le booster. Donc là, on a le booster qui fait une manœuvre où il revient vers le pad de lancement parce qu'il doit booster justement avec ses moteurs pour revenir vers le pad de lancement vu qu'il s'est éloigné. Et le ship lui continue. Et là, on a la réentrée du booster. Donc là, les moteurs sont éteints. Vous pouvez vous dire, oh, ben, on voit clairement de la lumière. Non, c'est juste le frottement de l'air. Déjà, le booster qui n'était pas si rapide que ça, il est à 2600 km/h. C'est pas mal, mais c'est très loin de ce que va faire le ship. Bien, même déjà à cette vitesse-là, vous pouvez voir que le frottement de l'air est tellement intense que les moteurs qui sont en premier prennent tellement de résistance d'air qu'ils deviennent tellement chauds que il brille en fait. Donc ça fait cette lumière-là. Là, on voit qu'il y a un petit peu moins de résistance d'air, il a perdu de la vitesse, et là, la chaleur diminue, donc il y a un peu moins de frottement. Et puis après, il rallume ses moteurs pour la dernière manœuvre. Alors, il y a eu des petits dégâts là, comme vous pouvez voir, des petits débris. Rien de très grave, certainement quelque chose qu'ils pourront fixer sans problème.
Et puis là, le booster, ça se voit pas, mais oui, il est juste à côté de la tour. Il fait une petite manœuvre. Il y en a qui vont croire que c'est pas très stable, mais le but c'est que le booster se met plus loin au cas où il y a un problème. Et s'il n'y a pas de problème, il fait juste une petite manœuvre pour se remettre à portée de la tour. Parce que sinon, s'il s'écrase, il s'écraserait sur la tour. Là, au moins, il s'écraserait juste à côté. Donc là, il voit que tout va bien. Il fait sa petite manœuvre. Il vient entre les deux chopsticks, ça s'appelle. Donc c'est littéralement des baguettes. Et puis, il attrape le booster dans les airs, littéralement, comme si de rien n'était. Et tout est bon. Voilà. Et ce booster, je rappelle qu'il fait 70 mètres de haut, il fait 9 mètres de diamètre, c'est énorme. C'est littéralement un bâtiment de genre une quinzaine d'étages qui tombe du ciel et qui se fait attraper. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup, il y avait un petit peu des flammes en bas, mais ça s'est vite éteint, donc pas de souci. Et le booster a été récupéré. Depuis, ils l'ont descendu, ils l'ont même ramené à l'usine où ils fabriquent justement les boosters et les chips pour l'inspecter. Et donc, tout s'est bien passé là-dessus. Et ça, c'était juste exceptionnel. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils y arrivent et pourtant, ils y sont arrivés. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là parce qu'après, on a eu la réentrée du second étage, donc le chip. Et là, il est à peu près au large, je dirais, de l'Afrique à ce moment-là. Il fait encore jour, mais il va vite arriver dans la nuit, ce qui est pas plus mal parce que ça nous permet de voir voilà, la formation du plasma. Donc, en essayant de ralentir, le chip rentre dans l'atmosphère, il va tellement vite que le frottement de l'air est tellement intense que l'air se transforme en plasma. Et donc, c'est ce qu'on voit ici briller. C'est littéralement l'air qui est tellement chaud que ça devient un plasma. Et on voit aussi que ça passe sur le côté, notamment du chip, et ça passe aussi à côté de ces petites ailettes qui permettent de contrôler quand il y a de l'atmosphère. Là, on le voit encore plus. Et on le verra même encore mieux que voilà, quand il fait nuit. Là, c'est juste exceptionnel comme vue. C'est magnifique. Mais c'est extrêmement chaud, au point même que s'il n'y avait pas un bouclier thermique, le ship ne survivrait pas. Vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs noirs, c'est des trucs hexagonales en céramique noire. Donc c'est un bouclier thermique qui est très similaire à ce que faisait la NASA sur la navette spatiale. Il y a quand même des différences évidemment. Ici la grosse différence c'est que la plupart de ces tuiles sont toujours les mêmes, donc ça simplifie le processus. La navette spatiale avait des formes très variées et c'était extrêmement complexe rien que de l'installer. Donc ici, ils ont essayé de simplifier justement. Donc sans ce bouclier thermique, le chip serait désintégré automatiquement. Donc c'est hyper important. Et là, la réentrée va plutôt bien se passer. On voit d'ailleurs une des flaps arrière qui sont un peu plus grosses, qui permettent de justement stabiliser Starship, ou plutôt le ship, quand il réentre. Donc c'est très important. Ça permet de contrôler sa descente dans l'atmosphère. Et ça va plutôt bien se passer. Il y a juste un moment, on va le voir un peu plus loin. Je sais pas si on le voit. Là, on le voit là. Vous voyez qu'il y a un petit peu... il y a ma caméra devant, mais j'ai enlevé ma caméra pour mieux voir. Donc là, vous pouvez voir que clairement, il y a eu des dégâts qui ont été faits. Le métal est un petit peu en train de littéralement fondre, certainement. Et du coup, c'est pas idéal, mais contrairement à l'ancien vol où littéralement pratiquement toutes les lettres s'étaient fait désintégrer, ici elle survit plutôt bien. Et après, on a la manœuvre qu'on attendait tous, qui est juste un petit peu plus loin. Un truc aussi que je tiens à noter, c'est que j'ai regardé l'entièreté du live et la connexion n'a jamais droppé. Pendant toute la réentrée, ça n'a jamais droppé parce qu'ils utilisent Starlink. Ils ont 4 antennes Starlink, si je me souviens bien, sur le chip en particulier. Et c'était parfaitement stable. Et ça, c'était assez exceptionnel parce qu'on n'a jamais eu de vue non interrompue comme ça avec la navette spatiale notamment. Même la navette spatiale, quand on réentrait dans l'atmosphère, on n'avait plus aucune communication avec elle pendant 7 minutes, le temps qu'elle passait à travers justement la couche où ça génère beaucoup de plasma. Donc c'est juste pour dire à quel point au niveau de télécommunication, on a beaucoup progressé. Et du coup, là, le ship réallume ses moteurs. Il fait la manœuvre qui s'appelle un belly flop. Donc, il fait une drôle de manœuvre où il se remet droit, basiquement. Et il atterrit dans l'océan Indien, exactement là où il voulait. Et comment on sait que c'était là où il le voulait? Parce que, SpaceX va le montrer, on a une vue depuis une bouée qui est juste à côté du ship. Donc, forcément, ça semble logique. Si on a la vue depuis la bouée, c'est qu'ils avaient prévu que ça atterrissait là exactement. Vous voyez là, la vue de la bouée. Ils ont ressorti depuis une vidéo où on voit carrément le ship vraiment descendre. Parce que là, ils ont
pas montré, selon moi, au bon moment, mais ils ont ressorti une vue depuis, on peut vraiment voir le moteur s'allumer et le chip descendre. Et juste après, évidemment, comme il a atterri plutôt calmement dans l'eau, mais après il est tombé. Donc forcément, il y a encore un petit peu du méthane dans les réservoirs. Il y a aussi de l'oxygène. Il y a du feu à cause des moteurs. Il suffit que ce soit un peu abîmé et puis hop, on a une jolie explosion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le truc qu'il faut noter, très important ici, c'est qu'ils ont atterri exactement là où ils voulaient. Ils sont juste à côté de la bouée. On ne sait pas à quelle précision exactement ils visaient, mais visiblement, c'est très proche. Et donc, ça, c'est prometteur pour la prochaine étape. Alors, pour le vol 6, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais une étape dans le futur qu'ils vont faire, quoi qu'il arrive, c'est de faire en sorte qu'en plus d'attraper le booster, ils attrapent le ship. Donc, le ship fait cette manœuvre-là qu'il a fait au-dessus de l'océan Indien, mais au-dessus, évidemment, du site de lancement cette fois-ci. Donc, il réentre dans l'atmosphère, il fait son belly flop juste un petit peu plus loin du site de lancement. Et puis, en descendant, il va certainement faire la même chose que le booster. Il va descendre sur le côté. Et puis, s'il voit que tout va bien, il se met au niveau de la tour. La tour prend ses bras, l'attrape. Et puis, c'est bon. Et là, ça leur permettrait de réutiliser le booster et le ship. Donc, 100% basiquement de la fusée. Bon, pas exactement 100% parce qu'il y a un truc qu'ils ne réutilisent pas, c'est le hot staging ring. C'est un petit bout de métal qui met entre le booster et le ship qui justement permet de rediriger la sortie des moteurs du ship quand il fait le hot staging, donc quand il se détache. Donc ça, c'est un truc qu'ils ne réutilisent pas encore pour le moment, mais dans le futur, ils pourraient le réutiliser évidemment. Après, c'est certainement pas la pièce la plus compliquée aussi à fabriquer. Bref, dans tous les cas, vol exceptionnel. Franchement, c'était incroyable à regarder. C'est incroyable aussi de regarder les vues depuis le sol des gens, parce qu'il y avait énormément de personnes. Donc vous avez beaucoup de gens à South Padre qui filment juste avec leur smartphone, ou même des gens avec des bonnes caméras, et juste là, voir la réaction des gens qui sont juste en mode What? Qui voient cette fusée énorme. Je rappelle encore une fois, le booster fait 70 mètres de haut, 9 mètres de diamètre. C'est juste énorme. C'est un immeuble qui tombe du ciel et qui se fait attraper par une tour avec deux bras. Et c'est juste incroyable. Et c'est difficile de voir l'échelle quand on voit comme ça. Mais c'est vraiment... Le booster en particulier est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, ma foi, gros GG à SpaceX, c'était incroyable à regarder. Et j'ai hâte de voir le reste. Ensuite, on a Huawei qui a sorti le Mate XT Ultimate, qui est vraiment, selon moi, le téléphone assez ultime. Bon, sur certains aspects, on va en parler. Du coup, c'était un téléphone qui sort seulement en Chine, qui coûte extrêmement cher aussi, qui coûte genre 2500, 3000 euros. Et c'est, si vous l'achetez en Chine, si vous essayez de l'acheter ici, sur eBay, vous le payerez 5000, 7000 euros. Vous n'avez même pas le Google Play Store. Il y a beaucoup de problèmes avec. Mais par contre, il montre clairement une vision du futur. C'est le premier téléphone trifold qui est sorti sur le marché, que vous pouvez vraiment acheter. Donc c'est un téléphone qui a basiquement un écran qui se plie deux fois. Alors ils appellent ça trifold, c'est plus double fold. Mais bon, bref, je pense que c'est peut-être trifold parce qu'il y a trois écrans techniquement, même si c'est un grand écran. Donc quand il est entièrement plié, vous avez un écran de 6,5 pouces, c'est génial. C'est un téléphone tout à fait utilisable sur ce format-là, on peut le voir. Hein. Bon format, pas trop étroit, pas trop haut. Un peu plus petit évidemment que les plus gros écrans de téléphone non pliables, mais quand même pas mal utilisable. Puis vous pouvez le déplier une fois. Donc là, c'est comme les Galaxy Fold. Vous avez un écran de pratiquement 8 pouces. Et puis après, vous faites le dernier dépli et là, vous avez une tablette de plus de 10 pouces qui tient dans votre poche. Et pour moi, c'est quelque chose qui montre vraiment l'intérêt des téléphones pliables. Avoir un téléphone pliable comme les Flip, par exemple, qui voilà, s'ouvrent un petit peu comme les anciens téléphones, les flip phones, mais en fait, c'est un smartphone et du coup, ça leur permet d'être ultra compact. C'est pas mal pour certaines personnes. Les Fold ensuite, donc comme les Galaxy Z Fold et tout ça, c'est bien aussi, mais le problème que je vois avec, c'est le fait que le format est un peu bizarre. On peut le voir d'ailleurs quand... Ben c'est ici, oui. C'était là, voilà. Quand c'est ce format-là, si vous voulez regarder une vidéo, c'est pas du 16/9, c'est un peu un format 4 tiers, on dirait. C'est pas idéal. Au niveau productivité, c'est pas mal, mais au niveau consommer du média, c'est pas idéal selon moi. Mais par contre, avec
un trifold, c'est là que vraiment on débloque, selon moi, l'intérêt vraiment des téléphones pliables. C'est quand il est plié, vous avez juste un smartphone normal. Vous le dépliez et vous avez une tablette, quoi, une vraie tablette, pas une petite tablette. 10 pouces, un format qui est pas exactement du 16 neuvième, mais vous devez bien vous en douter, avec un tel écran, surtout au niveau largeur, vous pouvez regarder des vidéos et c'est une toute autre expérience que sur un smartphone classique. Donc, franchement exceptionnel. Maintenant, évidemment, le prix est prohibitif, c'est juste extrêmement cher. Il y a des compromis. Alors l'écran en réalité n'est pas vraiment un compromis, il a une bonne résolution, 3184 pixels par 2232 à 90 Hz, qui est pas mal, c'est du OLED, même en LTPO, donc ça, il peut changer son taux de rafraîchissement. Franchement, des bonnes specs. Il a même une batterie de 5600 mAh, ce téléphone, ce qui est vraiment pas mal pour la taille. Ils l'ont même comparé, voilà, à d'autres smartphones. Vous pouvez voir, ça c'est le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold. Vous pouvez voir que du coup, le Z Fold est basiquement aussi épais. Bon, à part si vous considérez l'énorme module caméra qui dépasse, mais bon. Au niveau même épaisseur, ça va. Mais les problèmes, c'est plus au niveau du fait que ce soit Huawei, en fait. Il n'y a pas de Play Store. Ça utilise un vieux processeur. Enfin, vieux. Comme Huawei ne peut plus faire de processeur avec les technologies américaines, ils réutilisent le même processeur depuis des années. Enfin, ils ne peuvent pas faire un nouveau processeur, mais ils peuvent toujours faire leurs anciens. Donc, c'est un Kirin, je ne sais plus combien, qui est en 7 nanomètres. Voilà, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux dans un smartphone récent. Surtout pour un smartphone qui coûte plus de 2000 €, on s'attendrait un petit peu mieux. Mais bon, dans tous les cas, un téléphone qui montre selon moi la possibilité du futur. Et moi, j'ai juste hâte qu'on ait déjà un modèle d'une marque qui le sort en Europe, avec le Play Store notamment, ou autre chose que le Play Store, on va en parler après d'ailleurs, et qu'on puisse l'acheter. Alors, ce sera certainement très cher au début, c'est ça le problème. C'est aussi mon problème avec les Fold. Les Flip, ça va encore, ils coûtent le prix d'un smartphone haut de gamme, donc voilà, ok. C'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est encore raisonnable. Mais les Galaxy Fold, les Pixel Fold et tout ça, ça coûte 1700, 1800 balles, 2000 balles même. C'est juste beaucoup trop cher. Donc, quel est l'intérêt en fait? Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si vous en voulez un, il faut vraiment le justifier en fait. Moi, j'arrive pas à le justifier. Je suis en mode non, il n'y a aucun sens. Et puis souvent, vous avez des compromis. Genre, vous n'avez pas les mêmes modules caméra que sur leur meilleur smartphone. Donc, c'est juste pas intéressant. Donc, certainement, quand ils vont sortir un trifold, ce sera le même problème. Ça coûtera trop cher. Il y aura des compromis. Mais je me dis peut-être d'ici quelques années, ils vont enfin sortir. Parce que là, vraiment, on a 6-7 générations de téléphones pliables maintenant. Genre, ça fait un moment que les premiers téléphones pliables sont sortis. Et pourtant, oui, ils se sont améliorés, mais voilà, ils restent au même prix. Ils restent à peu près les mêmes. Donc, j'attends une évolution, moi, ici. Donc, un téléphone trifold, pour le même prix que les téléphones unfold, double fold, je ne sais pas comment vous les appelez, pour le même prix, là, je serais un peu en mode, ok, vu que ça combine une tablette de 10 pouces avec un smartphone, c'est déjà un peu plus justifiable, même si c'est extrêmement cher. Mais bon, dans tous les cas, c'est une belle vision du futur, selon moi. Mais j'attends que ce futur arrive, que ce soit mon présent, peut-être, ce serait pas mal. Ensuite, on a un update par rapport à la battle Epic versus Google, parce que le juge qui préside le procès a tout simplement donné une première décision que, évidemment, Google a déjà commencé à contester, donc tenez compte que selon cette contestation, ça pourrait être revenu en arrière, mais du coup, la décision initiale, en tout cas, faisait que Google, et c'est incroyable, Google devait ouvrir totalement le Play Store aux concurrents. Donc, premièrement, permettre à Epic d'avoir leur Play Store, enfin sur leur store, sur le Play Store. Donc, pas besoin de le sideload, pas besoin de le télécharger d'une manière un peu bizarre. Vous pouvez juste aller sur le Play Store, prendre l'Epic Store et puis c'est bon. Ensuite, il devait ouvrir le catalogue du Play Store à Epic entièrement et tous les autres stores tierces, donc y compris celui d'Amazon, celui de Samsung et tout. Donc, si vous avez une application qui était sur le Play Store, n'importe quel store avait le droit à la voir. Donc ça, c'était déjà aussi exceptionnel. Et aussi faire en sorte que Google n'avait plus le droit de payer des marques pour préinstaller le Play Store. Donc ça, c'est le cas avec beaucoup de marques de smartphones. Ils pourraient installer d'autres stores. C'est juste que Google les paye et du coup, ils sont en mode « Oh, ok, bon, on va continuer avec le Play Store ».
Et puis d'autres petits changements dans le genre. Donc juste une décision qui est incroyable en fait, qui pourrait faire énormément de mal à Google. Alors depuis, du coup, Google a eu une petite victoire. Ils ont réussi à convaincre le juge de mettre en pause certaines de ses décisions parce que la décision d'ouvrir le Play Store était au minimum de 3 ans pour information. Donc c'est-à-dire que pendant 3 ans, ils auraient dû ouvrir le Play Store. Comme je l'ai dit, donc permettre que les applications soient téléchargeables sur d'autres stores, arrêter de payer tout le tralala. Donc pendant 3 ans, ici ils sont revenus un petit peu en arrière, ils ont réussi à mettre en pause, notamment la décision d'ouvrir. Donc Epic ne pourra pas avoir toutes les applications du Play Store, en tout cas tout de suite, et aussi ils ne pourront pas forcément être sur le Play Store hébergés directement. Mais certaines des décisions sont toujours actives, notamment le fait que Google ne peut pas payer ou bloquer un fabricant de téléphone ou autre chose de mettre un autre store. Donc ça, ils ne pourront plus le faire, surtout contre de l'argent ou des avantages ou autre chose. Donc c'est en partie une victoire. Maintenant, il faut voir selon l'appel de Google. Donc Google conteste la décision du juge. Donc ça va repasser sur le procès. Ça va prendre un petit moment. Mais si ça repasse et que le juge en arrive à la même décision, parce que Google n'apporte peut-être pas de preuves ou de nouvelles choses au dossier qui permettent de valider leurs points, eh bien, ce serait une décision exceptionnelle. Littéralement, oui, ils perdraient en quelque sorte le monopole, parce que c'est clairement un monopole. Ils essayent d'argumenter qu'ils ne sont pas un monopole, mais c'est clairement un monopole. Leur argumentaire est basé sur le fait que si vous allez dans un magasin de smartphones demain, et que vous achetez un smartphone, vous avez le choix. Vous avez Google, vous avez Apple. Vous avez le choix. Et en plus, sur Samsung, il y a le Galaxy Store. Donc, c'est totalement ouvert. Évidemment, c'est très discutable comme argument, hein, on va être honnête. Mais, voilà, c'est leur argument quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas, si c'est mis en place, on pourra arriver dans un futur où déjà l'Amazon Store, qui est pas très bon parce qu'il y a clairement pas toutes les applications intéressantes, pourrait avoir toutes les applications intéressantes. Donc les appareils Amazon, notamment les Fire Tablets et tout, pourraient juste avoir un Amazon Store avec tout dessus. Vous avez aussi le fait que Epic, du coup, pourra avoir n'importe quel jeu sur leur Epic Store, ce qui serait évidemment un gros avantage pour eux. Ils pourraient aussi travailler avec des développeurs de jeux pour avoir leurs jeux en exclusivité ou autre chose. Samsung pourrait mettre toutes les applications du Play Store sur le Galaxy Store, ce qui la ferait énormément de mal à Google. Et globalement, n'importe qui aussi pourrait juste ouvrir leur propre store et faire la même chose. Et tout ça en faisant que Google devrait en plus permettre d'avoir ces stores facilement. Donc il ne faudrait pas les sideloader, il ne faudrait pas les installer d'une manière bizarre. Vous pourriez juste avoir un nouveau smartphone, même de chez Google, aller sur le Play Store, télécharger l'Epic Store facilement et puis arrêter d'utiliser le Play Store. Vous pourriez totalement faire ça. Si cette décision repasse comme elle a été décidée après que Google ait fait leur contestation. Donc on verra bien. C'est une affaire toujours en cours. Je rappelle aussi que Epic avait perdu face à Apple, par contre, parce que le juge n'avait pas trouvé que l'argument de Epic était valide. Et c'est aussi au niveau du fait que Apple il y avait très peu de preuves contre le monopole d'Apple, alors que Google a été pris la main dans le sac à payer notamment des marques ou autre chose pour mettre le Play Store. Donc là, il y avait vraiment des preuves tangibles, alors que Apple, c'est plus genre un débat philosophique, dirons-nous. Il n'y a pas vraiment de preuves de leur monopole, des preuves directes en tout cas, qu'ils ont payé ou autre chose. Mais clairement, selon moi, oui, c'est un monopole. Hein. Si vous prenez un iPhone, vous avez forcément l'App Store. Vous ne pouvez pas mettre de store à côté facilement. C'est clairement un monopole. Il y a évidemment la nouvelle législation européenne qui oblige à permettre les stores tierces. Hein. Donc c'est encore autre chose, ça. Hein. On a la décision... On a la battle Epic versus Google versus Apple. Et puis on a aussi l'Union européenne qui a pris leur propre décision de leur côté. Donc les décisions européennes sont évidemment permettent de faire ce que voulait en grande partie Epic. Mais je rappelle que ces décisions sont seulement en Europe. Donc les consommateurs américains n'ont pas accès à ce que nous on a accès en Europe via ces décisions-là. Donc c'est pour ça que c'est aussi important. Parce que là, c'est des décisions qui seraient pour le monde entier en fait. Parce que forcément, après,
vu que cette décision de justice serait prise aux États-Unis, ça affecterait d'autres pays derrière et ce serait un effet cascade. Donc, quelque chose qui est selon moi, il y a clairement du pour et du contre. Hein. Ouvrir l'App Store, le Play Store autant, il va forcément avoir des petits problèmes de sécurité par moment ou autre. Des faux Play Store, des faux App Store ou autre chose qui pourrait arriver si c'est pas bien encadré. Mais après, on a aussi énormément d'avantages. Juste le fait que ces stores tierces peuvent utiliser leur propre système de paiement et c'est fini du coup que Google prenne 30%. Et ça, c'est juste exceptionnel d'un point de vue revenu pour beaucoup de développeurs. Donc, bref, dans tous les cas, un bon pas dans une bonne direction. Maintenant, il faudra voir ce que ça donnera avec la contestation de Google. Ensuite, en parlant de Google, on a une news évidemment au niveau de YouTube, parce que YouTube a évidemment YouTube Premium, mais un truc que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient aussi une version Lite avant qui avait été retirée totalement et qui maintenant va faire son retour. Donc YouTube Premium, c'est évidemment le service de YouTube, l'abonnement YouTube, qui vous permet de ne pas avoir de pub. Vous avez aussi accès à YouTube Music, donc une application musique qui est similaire à Spotify, et vous pouvez aussi télécharger et jouer des vidéos hors ligne. Donc comme ça, si vous avez un voyage prévu, qu'il n'y a pas de connexion Internet, vous pouvez télécharger des vidéos à l'avance, et vous pouvez aussi les jouer en arrière-plan. Donc jouez une vidéo, fermez l'écran et vous entendez toujours ce qui se passe. Ce qui est plutôt pratique si vous suivez un podcast ou autre. Alors, on peut toujours évidemment discuter longuement de l'intérêt de YouTube Premium, et de si c'est justifié de le faire ou si les gens ont le droit de peut-être utiliser un navigateur tierce pour avoir les mêmes fonctionnalités sans payer. C'est tout un débat. Mais dans tous les cas, YouTube avait aussi une version Premium Lite qui a été retirée il y a plus d'un an et qui fait son retour. Mais son retour de version un peu... Alors normalement, YouTube Lite, Premium Lite, c'était juste du coup YouTube Premium sans les pubs, mais sans les autres avantages. Donc vous n'aviez pas YouTube Music ni rien. Mais vous n'aviez pas les pubs au moins. Ici, le nouveau YouTube Premium Lite coûte évidemment 2 fois moins cher, basiquement, mais vous aurez toujours des fois des pubs. Donc ils le disent, sur des vidéos de musique, vous aurez toujours des pubs. Sur les shorts, vous aurez toujours des pubs. Et vous verrez toujours des pubs quand vous naviguez sur le site, genre des bannières de pubs ou autre chose. Mais par contre, sur les vidéos normales, non musicales, vous aurez basiquement aucune pub. Donc vous n'aurez pas des pubs non skippable ou autre chose. Donc c'est pratiquement YouTube Premium, mais pas vraiment. Surtout si vous êtes juste intéressé par le fait de bloquer les pubs. Clairement, c'est une décision qui a été prise pour donner de l'intérêt à YouTube Premium, mais toujours fournir une version moins chère et toujours faire de l'argent avec les pubs. Donc c'est très Google. Franchement, c'est très Google. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai YouTube Premium. Mais la raison principale que je l'ai pris, c'est parce que le fait que quand vous êtes YouTube Premium et que vous regardez des YouTubers, les YouTubers touchent une partie de cet abonnement-là. Et c'est un bien meilleur soutien que juste regarder des pubs. Donc je me dis, ok, oui, Google fait de l'argent. Je ne suis pas tout à fait satisfait. De toute façon, je suis YouTuber, donc ils font de l'argent quoi qu'il arrive sur mes vidéos. Mais au moins, je soutiens les créateurs que je regarde. C'est ce que je me dis. Avec le YouTube Premium Lite, évidemment, ça le fera aussi. Mais voilà, c'est pour moi la raison principale que j'ai pris YouTube Premium au lieu de juste utiliser un bloqueur de pub, franchement. Mais bon, clairement, vous pouvez juste utiliser un bloqueur de pub et ça fait pratiquement le même job. Donc à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Ensuite, on a un update aussi par rapport à la semaine dernière sur le fait que je vous avais dit que Qualcomm avait commencé à sortir leur Dev Kit Snapdragon X Elite, qui est basiquement un mini PC avec un processeur Snapdragon X Elite qui permet aux développeurs de faire des applications sur Windows pour ARM. Et bien du coup, ils ont décidé de l'annuler. Voilà, littéralement toutes les personnes qui l'ont commandé, si vous l'avez déjà reçu, vous pouvez le garder, mais vous pouvez aussi demander un remboursement, et toutes les personnes qui l'avaient commandé mais pas encore reçu vont automatiquement avoir un remboursement parce que ça a été totalement annulé, arrêté. Alors c'est pas très étonnant parce que honnêtement, le dev kit arrive trop tard. Un dev kit, vous le sortez avant la sortie des produits grands consommateurs, comme ça les développeurs peuvent prendre de l'avance et déjà commencer à mettre à jour leur application peut supporter cette nouvelle plateforme. Ça n'a pas été le cas. Les ordinateurs grand public sont sortis avant le dev kit et maintenant le dev kit arrive après et du coup,
il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce que certainement tous les gros développeurs ont déjà certainement acheté des ordinateurs portables avec des Snapdragon X et tout pour faire leurs tests, leur développement. Et pour les petits développeurs qui pourraient être intéressés parce que c'est un peu moins cher, ben là, encore une fois, peut-être autant acheter juste un ordinateur Snapdragon X plutôt que de prendre un dev kit comme ça qui est pas forcément idéal et qui n'a aucune valeur à la revente ou autre chose. D'ailleurs, vous êtes techniquement pas autorisé à leur revente selon les conditions d'utilisation, donc c'est pour dire. Donc bref, juste trop tard en fait, beaucoup trop tard. Il y a peu d'intérêt et c'est peut-être pour ça qu'ils ont juste arrêté. Et visiblement aussi, il semble avoir des problèmes de production, donc ça n'aide pas non plus. Donc quoi qu'il arrive, voilà, Qualcomm montre que ils ont toujours des gros problèmes. Ils ont un bon processeur, ils ont des bons processeurs qui ne sont pas parfaits, mais ils sont bons. Mais derrière, il fail littéralement sur un truc qui devrait être facile à faire, quoi. Pourquoi le dev kit n'est pas sorti en même temps? Surtout qu'ils avaient déjà un autre dev kit avant. Ils avaient déjà fait un premier dev kit avec des anciens processeurs, du coup Snapdragon pour Windows, qui n'était pas très intéressant, mais au moins ils avaient déjà un kit. Donc pourquoi ils n'ont pas juste update ce kit et voilà, est sorti avant la sortie des processeurs grands consommateurs? Certainement dû au fait que peut-être ils ne voulaient pas qu'il y ait des benchmarks avant la sortie officielle pour pas montrer qu'il y a des problèmes avec leur processeur. Le fait aussi que ce dev kit consomme énormément parce qu'il est fait pour être totalement déverrouillé, ce qui est logique. Donc c'est pas forcément représentatif de l'efficacité énergétique de ces processeurs. Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, ça a été cancel. Et oui, j'espère que Qualcomm va apprendre de leurs erreurs et faire un peu plus d'efforts parce que c'est bien de sortir un bon processeur. C'est bien de travailler avec des marques comme Samsung, Asus et tout ça pour faire des produits qui utilisent ces processeurs-là. Mais c'est encore mieux de mettre les outils en main aux développeurs pour qu'ils puissent genre supporter officiellement ces plateformes et faire en sorte que ce soit plus facile pour monsieur tout le monde de les utiliser en fait. Ensuite, on a Apple qui a sorti un premier appareil pour octobre. Il y a toujours un événement octobre qui est prévu, ou en tout cas début novembre, où ils vont annoncer évidemment les puces M4 pour Mac, ainsi que les puces M4 Pro et certainement M4 Max, et aussi le refresh des MacBook Pro et tout. Donc ça, on attend. Mais en attendant, ils ont juste update comme ça, de nulle part, l'iPad mini. Donc maintenant, l'iPad mini est basiquement toujours le même. Hein. Donc c'est une mini tablette avec un écran en dessous de 8 pouces qui est basiquement, on dirait juste un iPad plus petit en fait. Le design n'a pas changé. Ce qui a vraiment changé, on peut le voir tout en bas, si on va tout en bas de la page, c'est le fait qu'ils sont passés à une puce A17 Pro qui vient du coup de l'iPhone 15 Pro pour donner plus de puissance à cette tablette. Certainement aussi supporter mieux Apple Intelligence, mais basiquement le même format, même spec, même taille. Donc 8,3 pouces. En réalité, j'avais dit en dessous de 8 pouces, mais c'est 8,3 pouces. Et même prix aussi, de 609 euros, qui est assez cher pour ce que c'est, mais bon. C'est en réalité une tablette très populaire, il faut le savoir, parce qu'elle est très utilisée notamment par tous des pilotes de petits appareils, donc des petits avions, parce que dans un petit avion, vous n'avez pas la place de mettre forcément une grosse tablette, et c'est pratique d'avoir une tablette pour avoir des applications qui vous affichent plein d'informations sur quand vous volez en avion. Et du coup, l'iPad mini est parfait pour ça. Donc il est très utile là-dedans. Il est très utile aussi pour les gens qui ont des bateaux, ce genre de choses. C'est juste basiquement un appareil parfait de petite taille pour avoir des informations, qui tient longtemps au niveau batterie et qui peut rester là aussi. C'est pas votre smartphone, donc ça peut rester accroché, c'est nickel. Donc c'est très utilisé par ces communautés-là. Et puis c'est aussi un appareil parfait pour quelqu'un qui veut juste une petite tablette. Une liseuse aussi, peut-être, pour lire des livres ou autre chose. Tout à fait possible. Maintenant, il y avait un gros problème et qu'il faut voir s'ils l'ont fixé. Ne pas forcément update le design, ok, pas idéal. Ça aurait été bien qu'ils diminuent la bordure d'écran, ce genre de choses. Ce sera fait pas de mal, clairement. Mais le plus gros problème qu'avait l'iPad mini, c'est le fait il y avait un problème avec l'écran. Quand vous scrolliez, ils ont mis l'écran d'une drôle de manière. Et les écrans, il faut le savoir, se rafraîchissent toujours en haut à gauche. Et puis ils font ligne par ligne en descendant. Et comme ils se refreshent de cette manière-là, des fois, ça arrive que quand vous scrollez très rapidement ou juste un peu trop vite, vous pouvez voir que il a du mal à refresh les pixels partout. Donc on voit qu'il commence au-dessus à gauche. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle un effet de gelo.
Donc on croirait que l'écran est un petit peu genre du gel, quoi, qui vibre ou autre chose. C'est un peu bizarre. Et là, je sais plus où il se rafraîchissait aussi, parce que techniquement l'écran de l'iPad mini est de côté. Donc ça veut dire qu'il ne se rafraîchit pas forcément en haut à gauche, il se rafraîchit sur le côté. Et donc ça renforce cet effet de gelo. Et c'est pas idéal. C'est clairement pas idéal. Donc ça, apparemment, ils l'ont dit qu'ils avaient fixé ça. Est-ce le cas? Est-ce pas le cas? Est-ce qu'ils auraient dû le fixer sur l'iPad mini d'ancienne génération déjà? Parce que clairement, c'est pas normal d'avoir ce genre de choses. Certainement. Mais voilà, si vous êtes intéressé par cet appareil-là, tenez compte qu'il y a ce problème-là sur l'ancien modèle en tout cas, donc vérifiez s'il n'y est pas sur le nouveau modèle. Ensuite, on a une autre news sur Qualcomm sur le fait qu'ils vont apporter leur architecture qu'ils ont introduit sur les Snapdragon X Elite à leur processeur pour smartphone avec les Snapdragon 8 Elite. Donc, je vous rappelle que dans les Snapdragon X Elite, ils ont développé une nouvelle architecture pour leurs processeurs, notamment avec des cœurs Orion. Ça a été développé avec des ingénieurs, notamment qui avaient travaillé sur les puces M1, donc des choses plutôt intéressantes. Et ces cœurs Orion sont vraiment très performants, très efficaces au niveau énergétique. Donc ils se sont dit, on va faire une version pour processeur mobile, ou en tout cas processeur de smartphone, ce qui est tout à fait logique. Donc ça va s'appeler les Snapdragon 8 Elite. Ils aiment bien le 8, parce qu'avant on était sur les Snapdragon 8 Gen 3, 8 Gen 2 et tout ça, donc ma foi, ça reste en rapport. C'est un nom un peu plus logique, en réalité, je préfère, honnêtement. Enfin bref. Mais la grosse différence, du coup, avec l'ancienne façon de gérer, c'est que avant, notamment le Snapdragon 8 Gen 3 avait les tout gros cœurs, haute performance, puis ils avaient des cœurs moyenne performance, et puis ils avaient des cœurs basse consommation. Donc vous aviez 3 types de cœurs. Maintenant, ce que va faire ici Qualcomm, c'est qu'ils vont avoir 2 types de cœurs et ça va pas vraiment être genre des gros et des petits cœurs, comme même le fait Apple. Ça va être des cœurs qui peuvent atteindre des hautes fréquences et puis les autres cœurs sont plus basse fréquence, donc ils consomment moins. Et ils sont évidemment capables de changer de fréquence pour consommer encore moins derrière. Donc c'est plus similaire à ce que fait au final AMD avec les cœurs Zen 5 et les Zen 5C ou même les Zen 4 et les Zen 4C en fait. C'est assez similaire. Et c'est assez étonnant de voir une telle décision pour des processeurs de smartphone parce que on a vu que le fait d'avoir des différents tirs de cœur et en plus c'est supporté pleinement par les smartphones vu qu'ils utilisent ça depuis je ne sais combien d'années, ça marche plutôt bien en fait. Au point même que même d'autres, genre Intel, a commencé à le faire sur les PC fixes et les PC portables. Donc pourquoi revenir en arrière là-dessus? C'est un peu étonnant, mais si ça marche, tant mieux. Parce que selon eux, alors il faudra évidemment vérifier ce qu'ils disent ici, mais selon eux, ils ont plus de performance, beaucoup plus de performance, plus d'efficacité énergétique. Ils ont aussi amélioré pas mal le GPU intégré Adreno, donc jusqu'à pratiquement plus de 30% de performance en plus. Donc si réellement c'est le cas, tant mieux. Mais après, je pense que ça vaut quand même la peine d'être vérifié par des tests indépendants. Il y a aussi toujours le problème pour les smartphones que vous pouvez avoir toute la puissance que vous voulez, mais un smartphone finit par chauffer et saturer au niveau chaleur parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Le peu de dissipation se fait à l'arrière du smartphone ou via aussi l'écran beaucoup. Et ça représente genre 5 voire 10 watts maximum de dissipation de chaleur possible avec ces surfaces-là. Donc, vous pouvez avoir le meilleur processeur possible. S'il il finit par se surchauffer de lui-même et saturer la dissipation de chaleur, au revoir les performances. Donc ça, il faudra aussi voir, c'est très important. Donc, ma foi, on verra bien. Ensuite, on a AMD et plus de news sur les Ryzen Z2 et notamment le fait qu'on devra avoir jusqu'à 4 Ryzen Z2, sauf que un d'entre eux aurait été annulé, c'était le Ryzen Z2 Extreme X, bonjour le nom, et c'était pourtant le plus intéressant parce que c'était un Ryzen Z2 avec 12 cœurs Zen 5 C, il me semble qu'il y a des Zen 5 et aussi des Zen 5C, donc c'est un mélange comme j'ai dit juste avant, et jusqu'à 16 CU d'un GPU RDNA 3.5, donc ça c'était la grosse nouveauté, parce que les puces Zen 2, pour information, ou les puces Z1, elles, avaient 12 CU d'un GPU RDNA 3.0. Donc là, en plus d'avoir cette nouvelle architecture qui est un peu meilleure, on avait aussi juste
plus de CPU, donc un GPU plus gros, donc forcément plus puissant. Mais là, apparemment, ce processeur est cancel. Et donc, le meilleur qu'on aurait, ce serait le Z2 Extreme qui, lui, a du coup 12 cœurs, jusqu'à 12 cœurs Zen 5C. Ok. Est-ce utile? Pas forcément selon moi, parce que dans une console portable, ce serait 8 cœurs, c'est largement suffisant. Selon moi, avoir 12 cœurs dans un appareil mobile comme ça, juste pas très intéressant, parce que vous allez littéralement augmenter la consommation pour rien, parce qu'il faut alimenter ces cœurs en plus. Ça va prendre du budget de refroidissement, donc le refroidissement est très limité dans une ROG Ally ou dans un Steam Deck, donc il va falloir allouer une partie du refroidissement à ces 4 cœurs en plus, donc pas totalement convaincu personnellement, mais bon, bref. Et on aurait du coup 12 CU, donc c'est basiquement la même chose que la puce Z1 Extreme, même si c'est évidemment une architecture légèrement plus moderne. Voilà, le gain serait pas aussi intéressant qu'on ne le penserait. Et ça, c'est vraiment dommage. Et après ça, on aurait aussi une puce Z2. Ils ont apparemment rien appris de la première puce Z1 qui personne n'utilisait, elle était inintéressante. Ils vont refaire une puce Z2 qui aura Weaker Zen 4 et 12 CU d'RDNA 3.0. Donc, basiquement, ce serait la puce Zen 1 Extreme avec un nouveau nom parce que c'est les mêmes specs. Et on aurait même une puce Ryzen Z2G qui, elle, aurait Weaker Zen 3 Plus. What? Et jusqu'à 12 CU RDNA 2.0? Hein? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je sais pas ce que fait AMD, mais c'est... Voilà, restez simple AMD. Juste, même honnêtement, sortez une Z2 Extreme X avec les 16 CU, et puis oui, peut-être éventuellement sortez une Z2... non, même le Z2 Extreme X, ça n'a aucun sens. Faites une puce Z2 Extreme qui a 16 CU, simple et efficace, et puis faites une puce Z2 non extrême qui aurait peut-être 8 CPU, weaker CPU Zen 5 quand même, comme ça elle serait puissante, et puis 12 CU d'un GPU RDNA 3.5. Au moins là, voilà, c'est logique, il y a une version plus basse consommation pour ceux qui veulent des appareils encore plus petits, et puis la version hyper grosse pour ceux qui veulent des appareils plus puissants. Mais là, c'est juste, voilà, ça porte à confusion. Bon après, peut-être que le but de cette puce Z2G, vu que c'est des vieux cœurs Zen 3 Plus et tout ça, peut-être que c'est de mettre dans un appareil qui coûte 200 euros. Là, je vois l'intérêt. Si on a des consoles portables à 200 euros avec ça, ok, je vois l'intérêt. Mais sinon, si c'est mis dans une console à 300-400 euros, à quoi ça sert quoi? C'est des specs au final très similaires à la puce qu'on a dans le Steam Deck en fait. Ensuite, on a une autre news d'AMD au niveau de sortie de processeur. Bon là par contre c'est beaucoup plus tôt vu que ce sera le 7 novembre et ce sera le premier 9000X 3D avec le 9800X 3D qui devra arriver le 7 novembre. Donc juste après la sortie des nouveaux processeurs Intel, ce qui va mettre pas mal le feu sous les fesses d'Intel. On verra bien évidemment quand ceux-là aussi sortiront. Je vous rappelle qu'ils sortent demain par rapport à la sortie de ces vidéos, donc le 26. Et vous aurez un test de ma part, donc ça devrait être intéressant. Bref, dans tous les cas, ce 9800X 3D sera aussi accompagné d'une baisse de prix pour tous les autres Ryzen 9000. Donc, toutes les versions non 3D, basiquement, le 9700X, 9600X, 9900X et 9950X vont tous baisser de prix. C'est de 30 à 50 dollars la baisse de prix. 50 dollars, c'est sur le plus gros, évidemment. Et du coup, en toute logique, on devra avoir aussi une baisse de prix en Europe. Donc, ma foi, même si ce 9800X 3D n'est pas le meilleur, on ne sait pas, on verra bien. Il y a des rumeurs de performance qu'on va regarder après qui sont intéressantes, mais il faut voir si c'est le cas. Même si au moins il n'est pas intéressant, avec la baisse de prix, ça devrait être plutôt intéressant. Ça va mettre certainement certains de ces Ryzen 9000 à des prix qui sont déjà beaucoup plus intéressants. Notamment le 9700X a déjà baissé de prix. Et du coup, maintenant, il vaut vraiment moins cher que le 7800X 3D. Et comme il est quand même pas mal dans certains jeux, dans certaines tâches, même si le 7800X 3D reste en moyenne meilleur dans pas mal de jeux, mais il devient plus intéressant en fait. Parce que comme il est moins cher et qu'il a des performances très similaires, en tout cas pas très loin, mais ça lui donne un plus grand intérêt en fait. Donc avec une baisse de prix encore plus importante,
bah, ça pourrait être pas mal. Surtout que le 7800X3D souffre de sa popularité puisqu'il a augmenté en prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent certainement. Donc ça, c'est aussi un problème. Et du coup, au niveau des performances de ces 9000X3D, alors personnellement, je n'aurai pas de modèle de test, donc ma foi, je serai comme vous à la sortie. On verra bien ce que ça donnera à ce moment-là. Mais la grosse rumeur, c'est le fait que notamment ce 9800X3D aura une fréquence de base beaucoup plus importante que le 7800X3D. Et surtout, il aura une fréquence de boost aussi beaucoup plus importante parce qu'il pourrait booster sur tous les cœurs à plus de 5,6 GHz. Et ça, si ça se confirme, ce serait une bonne chose pour ce processeur-là. Parce que le 7800X3D, comme il a ce cache 3D, AMD est obligé de rester plus conservateur au niveau des fréquences, ou sinon, il pourrait dégrader le cache. Et donc, une des nouveautés notamment des 9800X3D, c'est le fait que AMD, par le passé, avait dit que pour les 9800X3D, ou plutôt les 9000X3D de manière générale, il y aurait des grosses améliorations au niveau du cache 3D. Et donc peut-être qu'une de ces améliorations, c'est le fait qu'ils peuvent enfin atteindre les vraies fréquences comme les versions non X3D. Donc ça, ce serait très intéressant si c'est vraiment le cas, parce que ça boosterait les performances encore plus de ces processeurs-là. Parce qu'il y a un gain avec le cache X3D, mais qui est en partie mitigé parce qu'il fonctionne à une plus basse fréquence. Mais ils sont quand même plus performants dans les jeux, donc ça vous montre qu'ils sont vraiment intéressants. Donc si en plus de ça, on a une plus haute fréquence, on va avoir un meilleur gain quoi qu'il arrive. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, ce 9800X3D. Il va certainement être un peu cher quand il va sortir et du coup ça va certainement diminuer son intérêt selon moi, même s'il est vraiment beaucoup plus performant. Le truc c'est que, ok, il est plus performant, mais s'il coûte beaucoup plus cher aussi, quel est l'intérêt? S'il coûte 450 € ou même 500 €, mais prenez juste un 9700X. Ok, il est un peu moins performant, mais il est beaucoup moins cher. Vous prenez cet argent, vous le mettez dans une carte graphique, voilà, vous avez effacé la différence de performance. Donc ouais, bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera pour ces processeurs-là, ma foi, le 7 novembre. Et ensuite, comme si c'était pas assez, ou plutôt peut-être AMD et nécromancien, parce qu'ils vont continuer de faire des processeurs pour la plateforme AM4. Oui, littéralement. Ils vont sortir un Ryzen 5 5600 XT et un 5600 T. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça arrive. Je vous rappelle qu'ils avaient sorti un 5900 XT, il était hyper inintéressant ce processeur parce qu'il coûtait beaucoup trop cher et tout. Donc voilà, je comprends pas la logique. Et à côté de ça aussi, ils ont arrêté de produire les plus importants, les plus intéressants des processeurs de la plateforme M4, notamment le 5800X3D va arrêter d'être produit et il y avait aussi le 5600X3D. Mais par contre, il me semble qu'ils gardent le 5700X3D, donc ça va encore, je suppose. Mais oui, ils vont arrêter de produire deux processeurs intéressants pour nous sortir deux processeurs inintéressants. Merci AMD. Bon, après, il faut voir le prix. En vrai, s'ils sortent un 5600 XT pour 100 balles, ok, là je dis, allons-y, let's go. S'ils le sortent pour 180 €, non. Un 5600X, vous pouvez l'acheter pour information, genre 120 €. Donc s'ils sortent un 5600 XT qui est, je sais pas moi, plus performant parce qu'il a une meilleure fréquence ou je sais pas quoi, mais qui coûte 180 €, il n'y a aucun intérêt en fait. Donc ma foi, on va voir. Franchement, c'est le genre de truc qu'il faut juste voir en fait. Ensuite, on a une news sur les modules de DDR5 QDIMM. Donc j'ai fait une vidéo d'unboxing évidemment des cartes mères Z890 si vous l'avez vu. Et il y avait un module de DDR5 QDIMM dedans. Il y avait aussi des erreurs de montage dans la vidéo. Je suis d'ailleurs désolé pour ça. Apparemment, je suis un peu fatigué. J'ai un peu un cycle de sommeil totalement décalé. Et j'ai pas fait attention. Donc je suis désolé, ça n'arrivera plus. Ou en tout cas, je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Et passer plus de temps à vérifier mon montage. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on a vu qu'il y avait un module de RAM DDR5 QDIMM qui était fourni avec la carte mère. Et du coup, qu'est-ce que c'est ces modules QDIMM? Eh bien, depuis, je l'ai appris parce que je ne le savais pas littéralement avant. Mais un module QDIMM est un module de RAM DDR5 qui gère de lui-même son timing. Il faut savoir que tous les processeurs modernes ont évidemment un contrôleur mémoire, et c'est ce contrôleur mémoire qui donne le timing à la RAM. Il dit littéralement 1, 2, 3, c'est parti, on fait la danse. Sauf que forcément, vous devez bien vous en douter, vu que c'est le processeur qui gère le timing, mais c'est pas parfait. C'est un peu comme si, je sais pas moi, je vous dirais, vous êtes à la fête foraine, vous pouvez tirer à la carabine pour gagner des prix. C'est un peu comme si je vous disais, ok, tu peux seulement tirer quand je te dis, ou alors tu peux tirer quand tu veux, forcément une personne qui peut tirer quand il veut va être plus efficace que s'il attend l'instruction d'une autre personne. C'est un petit peu, voilà, j'utilise une analogie pour faire comprendre, mais j'espère que vous comprenez.
forcément c'est plus logique que la RAM gère son timing d'elle-même. Eh bien c'est le cas avec ces modèles QDIM. Ils ont une puce en plus ici au milieu qui va gérer ce timing et donc permettre au module de RAM DDR5 QDIM d'atteindre des taux de transfert beaucoup plus importants et des fréquences beaucoup plus importantes. Donc pour plus de 8000 mégatransferts sans aucun problème. Ça doit être supporté par la plateforme et le processeur, il faut le savoir. Pour le moment, il n'y a que les Core Ultra 200 qui le supportent. Peut-être qu'AMD va rajouter le support, faudra voir. Mais en attendant, c'est les seuls processeurs qui supportent ça. Donc faites attention, si vous achetez un module QDIM, ça ne fonctionnera pas sur toutes les cartes mères. Ça va peut-être poser des problèmes. Enfin bref, dans tous les cas, ça donne des meilleures performances en toute logique. Il n'y a pas encore de tests qui ont été faits parce que, tout simplement, encore une fois, c'est que les Core Ultra 200 qui le supportent et on ne sait pas encore leur performance avant le 26 octobre, vu que c'est leur date officielle de sortie. Donc, ma foi, on verra bien dès le prochain Texama Show si quelqu'un l'a testé. Donc, ma foi, c'est une innovation assez intéressante pour régler en partie les problèmes de vitesse sur les modules DDR5 parce que c'est réellement un problème. Comme ils sont très sensibles à cause de la distance par rapport au processeur et tout ça, on ne peut pas forcément atteindre les fréquences qu'on veut, les taux de transfert qu'on veut, mais faire en sorte qu'ils gèrent leur propre timing pour mieux gérer ça et du coup atteindre des plus hauts taux de transfert, c'est cool. Après, peut-être derrière, je ne sais pas trop, peut-être que ça augmente la latence de faire ça, je ne sais pas trop. Faudra voir. Franchement, il y a beaucoup de choses qui doivent être encore testées là-dessus, mais en toute logique, ça devrait être une bonne évolution. Et du coup, sur ce, c'est tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.